Les premiers matchs de la saison WNBA 2026, c'est pour ce soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a déjà des premières confrontations qui auront lieu pour la saison régulière de WNBA. On a évidemment extrêmement hâte, plus que jamais, que ça commence, mais bonne nouvelle, on n'a jamais été aussi proche. Et c'est le moment parfait pour discuter ensemble de ce dont on va avoir, de ce dont je vais avoir personnellement envie de regarder cette saison en WNBA et particulièrement les équipes. Pour ça, j'ai construit, disons, une échelle de matabilité ou en tout cas des critères de sélection pour le plaisir que je vais avoir en théorie à regarder une équipe plutôt qu'une autre cette saison. J'ai classé les 15 équipes sur un barème et ce barème inclut différents critères. On va en discuter ensemble dans cet épisode 26 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. N'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Hello à toutes et tous et bienvenue dans W épisode 26, l'épisode juste avant le démarrage de la nouvelle saison WNBA. 15 équipes en lice cette saison. Et ces 15 équipes, nous allons les classer aujourd'hui. En tout cas, nous allons les ranger dans des tiers de matabilité. La matabilité, pour définir un petit peu le concept, c'est un concept que j'aime beaucoup parce qu'il fait appel non seulement à la subjectivité de chacun, donc disons que c'est un concept qui appelle à la discussion et à la conversation entre différents observateurs et entre fans de manière générale, d'une ligue ou d'une autre. Pour ce qui nous concerne, ce sera la WNBA évidemment. Et c'est surtout une notion qu'on a le droit de définir chacun et chacune. Et ça, c'est vraiment très cool. Et du coup, on va commencer par définir ce qui pour moi fait la matabilité d'une équipe, c'est-à-dire en gros le plaisir que je vais avoir à la suivre cette saison. Et forcément, ce sont des critères qui sont subjectifs. Mais c'est pas juste des critères qui se basent sur des takes, voire des hot takes. C'est pour moi des critères qui se basent sur la qualité du basket qui va être joué des deux côtés du terrain, sur la qualité de l'effectif, ou en tout cas ceux qui, moi, me touchent dans l'effectif, ce que je vais trouver dans l'effectif et qui va me plaire. Et enfin, est-ce qu'il y a des chouchous par exemple ou pas? Et ensuite, la capacité d'une équipe à créer l'upside. Je vais revenir rapidement sur chacun de ces critères et on va commencer notamment par les promesses du jeu offensif et de l'attaque d'une équipe ou d'une autre. Il y a dans ces promesses offensives, pas forcément une idée de qualité de jeu, de pace, etc., etc. Mais d'abord et avant tout, des critères qui sont liés au basketball moderne. Et ce que je vais demander à une équipe pour que ça me plaise de la voir, c'est qu'elle ait de manière significative et fonctionnelle du spacing, une accroche dans la bataille des possessions et de la création primaire à très haut niveau, voire à niveau élite. Plus les équipes valideront ces 3 sous-critères à l'intérieur de leur attaque, plus elles ont de chances de me séduire cette saison. Et on a déjà, avec les effectifs qui sont publiés là avant les premiers matchs qui auront lieu cette nuit, on a une idée de la théorie, de ce que ça pourrait donner en théorie. Et c'est sur cette théorie qu'on va faire le classement aujourd'hui, que je vais faire le classement aujourd'hui. Il y a le pendant de l'attaque, évidemment, du côté défensif, les promesses de la défense d'une équipe ou d'une autre, et notamment pour moi, ça passe d'abord et avant tout par la protection de cercle. La protection de cercle n'a jamais été aussi importante, d'autant plus dans le jeu 2025-2026 et sans doute sur les quelques saisons à venir, avec la bataille des possessions qui prend de plus en plus de place dans ce que les équipes mettent en place sur le terrain. Et cette bataille des possessions, quand vous êtes en protection de cercle et en protection du rebond, vous gagnez des billes et vous gagnez des possessions. Donc très importante pour moi, la protection de cercle. Il y a également la défense du périmètre. Je suis personnellement, esthétiquement et extrêmement sensible à des défenseurs et des défenseuses du périmètre extérieur qui sont capables de naviguer parfaitement des écrans, qui sont capables de maîtriser des attaquantes et des créatrices ou des créateurs primaires, élites. Quand je vois ça sur un terrain, ça me plaît. C'est évidemment ce qui m'a fait à l'époque tomber amoureux de Mikal Bridges, époque Suns 2020, 2021 et 2022 jusqu'à son trade. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez Gabby Williams, chez Veronica Burton et ce genre de profil extérieur à la défense de plomb qui sont capables d'éteindre sur une ou plusieurs attaques, voire même sur tout un match, des attaquantes ou des attaquants élites. Ça me plaît énormément. Ensuite, il y a quelque chose qui ne dépend pas forcément du terrain pur, ou en tout cas qui découle, disons, d'un segment temporel un peu plus long, c'est la capacité d'upside d'une équipe. Entre ce qu'elle a produit la saison dernière et ce qu'elle va produire cette saison, à quel point on peut être surpris, à quel point l'équipe est capable de faire ce qu'on dit en anglais un leap, c'est-à-dire un saut vers le haut, et de se hisser dans une course
qui n'était pas la course dans laquelle elle était la saison précédente. Et je pense notamment aux équipes qui étaient tout en bas du tableau et qui aujourd'hui peuvent clairement être en compétition sur, par exemple, la meilleure attaque de la ligue, et cetera, ou la meilleure défense de la ligue d'ailleurs aussi. Et je pense également à des équipes qui avaient un projet qui n'était pas tout à fait fini et qui se sont parfaitement renforcées pour être véritablement et légitimement des contenders cette saison. Cette capacité d'upside, c'est quelque chose qui, moi, me séduit beaucoup parce que je n'ai jamais été attiré historiquement, depuis que j'aime le basket, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans maintenant, par des équipes toutes faites, qui sont prêtes à gagner déjà, alors que je prends connaissance de ce qui se passe dans la ligue. C'était déjà le cas avec la NBA dans le milieu des années 2000, quand j'ai commencé à suivre, oui, si, c'est ça, dans le milieu des années 2000, quand j'ai commencé à suivre. Je suis tombé amoureux des Suns parce que les Suns étaient une équipe extrêmement médiocre et l'arrivée de Steve Nash les a fait basculer dans une toute nouvelle dimension. Eh bien, c'est un peu pareil avec la WNBA. J'avoue que je ne suis pas forcément ultra passionné par les armadas de stars qui se disputent les top 1, top 2, top 3 de la ligue depuis une ou deux saisons, voire plus que je suis cette ligue. Et clairement, mon cœur ne balance pas ou très peu pour le Lynx, pour les Aces ou pour le Liberty. Il y a évidemment des joueuses, des dispositifs tactiques, des idées et des matchs qui sont très beaux de la part de ces équipes, mais subjectivement, j'ai encore un peu de mal avec ce côté charme tout fait, préconstruit, clé en main, on arrive, ça gagne, c'est cool. Je préfère m'attacher bizarrement à des équipes qui ont un grind à aller chercher, du hustle à aller chercher et qui doivent construire un projet dans lequel je vais pouvoir m'identifier et que je vais apprendre à aimer à mesure qu'elles vont le construire. Donc cette parenthèse étant faite, cette capacité d'upside est hyper importante pour moi. C'est vraiment quelque chose qui va particulièrement me toucher cette saison et c'est pour ça, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, que je suis particulièrement sensible, notamment au projet des Wings. On aura évidemment l'occasion d'en rediscuter assez vite dans ce podcast. Et enfin, le dernier point, qui est également un point très important et pour le coup très subjectif, c'est les chouchous. Est-ce qu'il y a dans ces effectifs des joueuses que j'ai en favoris personnels, qui ne sont pas forcément des superstars, qui ne sont pas forcément des joueuses avec des grandes minutes, mais celle qui peut-être incarne le mieux ça, c'est Jane Melbourne, du côté du Storm par exemple. Ça peut être aussi, je ne sais pas, Kiki Riafen du côté des Mystics. Ça peut, voilà, plein d'autres joueuses comme ça. Ça peut être parfois des superstars. Vous savez tout l'amour que j'ai à la fois pour Caitlin Clark et pour Angel Reese. Voilà, Alana Smith du côté des Wings, il y en a plein. Il y a plein de noms comme ça. Cameron Brink du côté des Sparks. Il y a plein de noms, on va en discuter évidemment aujourd'hui. Clairement, la question des chouchous dans un effectif peut me faire regarder un petit peu plus de matchs que ça ne le ferait si elle n'était pas là, mais c'est pas un sujet qui est aussi déterminant que les 3 critères précédents. C'est plutôt un sujet qui vous parle davantage de ce que moi j'aime dans le basket et des types de profils que j'apprécie d'habitude, plutôt qu'un critère véritablement déterminant pour une équipe. Il y a différents tiers que vous allez découvrir dans cette vidéo et ces tiers, ils sont ce qu'ils sont, ils m'appartiennent, mais grosso modo, c'est pas très compliqué, hein. Il y en a 5. On commence par pas convaincu du tout. Je pense que le titre est assez clair. On a un tiers où vraiment rien dans ces équipes-là ne me convainc de les regarder davantage que juste, disons, un certain professionnalisme ou en tout cas les regarder à travers d'autres équipes. Je vais regarder un match, par exemple, de telle équipe et il se trouve que ce sera contre cette équipe qui ne m'emballe pas du tout. Eh bien, voire ouais, qui ne me convainc vraiment pas et du coup, ben, je vais regarder le match, je vais faire attention à ce que l'autre équipe fait, mais je ne vais pas m'attarder outre mesure sur cette équipe-là. Je suis pas attiré et vraiment pas par ce type d'équipe. On en discutera. Vous allez voir que c'est un tiers dans lequel il y a finalement pas moins de 4 équipes, si je ne me trompe pas. Ensuite, juste au-dessus, on a le critère pas emballé. C'est le critère peut-être un tout petit peu plus positif. C'est pas des équipes qui vont forcément me faire cliquer à chaque match, loin de là. Je pense regarder peut-être entre 20 et 35 de leurs matchs, quelque chose comme ça. Juste au-dessus, on a le critère et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que sur le papier, peut-être que la théorie n'est pas folle, mais allez, on ne sait jamais. Regardons quand même quelques matchs. On ne voudrait pas manquer des idées de coach. On ne voudrait pas manquer l'éclosion de jeunes. On ne voudrait pas manquer des barouds d'honneur de vétérans qui font des saisons absolument incroyables d'un côté du terrain ou de l'autre d'ailleurs. Et puis, je sais pas, de la curiosité parfois un peu malsaine aussi, des équipes qui, sur le papier, ne fonctionnent pas du tout et on a vraiment envie de voir quelle est la catastrophe qui s'annonce, ou à l'inverse, des équipes qui fonctionnent bien alors qu'on n'avait pas prévu qu'elles fonctionnent aussi bien. Et je pense par exemple aux Valkyries de la saison dernière.
Et puis les 2 tiers supérieurs, on va suivre de près. Ce sont les équipes qui ont des projets qui sont construits, des équipes qui ont des projets qui, en théorie, tiennent bien la route, qui auront des choses à jouer et des ambitions sur le terrain et qui, en plus, vont proposer des choses qui, personnellement, dans mes goûts très subjectifs, ont la théorie pour me séduire. Et enfin, on va tout regarder, toutes les cases et enfin, on va tout regarder, toutes les cases sont cochées sur ce tiers-là. Il y a des chouchous, il y a des stratégies qu'on a vues sans doute en pré-saison ou un petit peu la saison dernière qui sont séduisantes. Il y a du matériel à disposition, il y a un coach qui a des idées. On va tout regarder, on va véritablement tout regarder. C'est clairement pas le tiers le plus peuplé, mais c'est le tiers où je vais regarder le plus de matchs cette saison. Ces tiers sont libres. Si vous voulez faire votre classement, faites-le. Si vous voulez utiliser des critères qui sont les vôtres, n'hésitez pas à l'expliquer. C'est clairement un podcast où je vais vous inviter à venir me voir en commentaire et également venir me voir sur Twitter pour discuter à la fois de mon propre classement et de mes propres avis vis-à-vis de mes critères, mais aussi pour me proposer les vôtres. J'ai très très envie que vous me disiez qu'est-ce que vous allez regarder cette saison en WNBA, pourquoi, sur quels critères et comment vous vous situez vis-à-vis d'une équipe ou d'une autre, que ce soit celle dont vous êtes fan ou d'autres dans la WNBA. On va attaquer tout de suite. On va attaquer tout de suite. On va attaquer tout de suite et on va attaquer, je crois, par ordre alphabétique. C'est comme ça que j'ai fonctionné dans mon petit conducteur pour cet épisode. On va attaquer par le Dream d'Atlanta et on va commencer à discuter autour de cette équipe. C'est une équipe qui s'est montrée sur l'intersaison avec un blockbuster trade, sans doute le plus gros trade de la saison, l'arrivée de Angel Reese contre des contreparties, disons, relativement légères vu le profil et les promesses de la joueuse. Son contrat aussi, très alléchant pour une équipe qui a des ambitions puisqu'on est encore sur un contrat et donc un salaire rookie. Le CBA n'a pas encore kické sur le compte en banque de Angel Reese et dans les finances d'Atlanta, de ce point de vue-là en tout cas. Et donc on a 4 critères qu'on va voir ensemble: l'attaque, la défense, l'upside et les chouchous. On commence par l'attaque. C'est une équipe qui, la saison passée, avait un gros volume à 3 points. C'était un des paris de cette équipe-là. Est-ce qu'elle va conserver ce volume à 3 points? C'est ce qui, personnellement, va m'intéresser cette saison, même si, avec l'arrivée d'Angel Reese, le spacing est pas monumental, mais on a bon espoir, j'ai bon espoir que peut-être si Teina Paopao chope des minutes relativement volumineuses avec cette équipe du Dream, eh bien on ait la capacité d'avoir un volume à 3 points qui soit maintenu et peut-être avec une efficacité meilleure parce que c'est une équipe qui peut ouvrir les lignes de drive et donc ouvrir les kick-outs et on a des très bonnes passeuses dans cette équipe et particulièrement Angel Reese qui est largement capable d'assurer la création. Problème, je parle de création, on a des bonnes passeuses dans cette équipe, on a aussi des joueuses qui sont parfois un petit peu tunnels, et on n'a surtout pas de créatrice primaire de tout premier ordre. Donc la question qui me fait un peu douter sur le Dream, c'est leur capacité à avoir vraiment une joueuse prépondérante sur la création en attaque. Est-ce que Angel Reese va se devoir tout faire? Est-ce que Jordyn Canada va réussir à prendre un peu le relais? Pas sûr que ce soit tout à fait son profil. Il manque aussi Breonna Jones du côté du secteur intérieur pour assurer la bataille des possessions au rebond offensif. On sait que quand Angel Reese et Breonna Jones vont être toutes les deux sur le terrain, ça va être monstrueux en termes de rebond des deux côtés du terrain. Mais d'ici au retour de Jones, eh bien, il va falloir compenser. Est-ce que Angel Reese va suffire? Je pense qu'elle a le niveau en tout cas pour peser dans la bataille des possessions sur le rebond. Mais c'est quelque chose qui est discutable jusqu'au retour de l'équipe en pleine santé. Côté défensif, il y a cet axe Angel Reese, Ryan Howard qui, moi, me rend extrêmement curieux vis-à-vis de cette équipe. J'ai envie de voir Angel Reese roamer dans cette équipe, ne pas s'occuper de la plus mauvaise shooteuse adverse et du coup être disponible en aide en roameuse. C'est quelque chose qu'elle fait très bien. Elle a la taille, elle a la détente, elle a le timing, elle a la coordination pour être une romeuse vraiment excellente. Et puis on a Ryan Howard qui est une des toutes meilleures défenseuses de périmètre extérieur de la ligue. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On manque un petit peu de taille en l'absence de Jones pour la protection de cercle, mais la présence de Angel Reese au roaming et de Ryan Howard sur les lignes extérieures, moi, ça me plaît plutôt vraiment bien. Donc, je suis curieux de cette équipe du point de vue défensif pour cette paire, pour ce duo-là. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. On reste pour l'instant que sur de la théorie. Il va falloir au moins une dizaine de matchs pour confirmer une ou l'autre des théories, justement, c'est-à-dire de si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais je suis curieux et je vais regarder ça. L'upside, c'est difficile de faire mieux que ce qu'elles avaient fait la saison précédente, même si on a un renfort de poids en la présence d'Angel Reese.
Le Dream l'an dernier avait un peu pas forcément surperformé, mais on avait d'autres franchises dans la WNBA qui avaient légèrement sous-performé, qui ne s'étaient pas bien trouvées, et notamment les Aces, hein, sur la moitié du début de saison, la moitié même de la saison 2025. Les Aces ont du mal à trouver leur rythme, elles sont revenues en trombe sur la deuxième moitié, mais ça a clairement profité pour que le Dream valide un spot dans le top 3 avant les playoffs. Et donc, avec cette espèce de biais de forme des autres équipes qui ont fait que le Dream était classé très haut la saison dernière en 2025, eh ben, c'est difficile d'imaginer un upside pour cette équipe. Et je pense que l'upside ne se jouera pas forcément sur la saison régulière, mais plutôt sur les playoffs. Est-ce que cette équipe a la capacité d'aller chercher dans l'upside un deuxième tour de playoffs cette saison 2026? Il va falloir que tout le monde soit en santé, il va falloir qu'Angel Reese passe des caps, notamment à la création individuelle et aussi à la finition, notamment en fin de drive et sur la finition près du cercle. Et puis, il va falloir que cette équipe rentre ses shoots à 3 points à un volume qui est vraiment haut. Parce que si cette équipe arrive à peser sur la bataille des possessions, comme les promesses le laissent prévoir, et a un gros volume à 3 points et ça rentre, ça va être une équipe extrêmement dangereuse dans la WNBA moderne. Et j'ai hâte de voir ça. Et du coup, je les ai classés, après vous avoir donné mes chouchous que sont Ryan Howard, Angel Reese, comme vous l'avez deviné, je les ai classés donc on va suivre de près. On va suivre de près cette équipe du Dream parce que, en fait, les promesses sont cool. Il manque un tout petit quelque chose pour que vraiment je regarde tout. Et je pense que c'est notamment dû à la blessure de Breonna Jones. Mais c'est aussi dû au fait que le poste 1, pour moi, soit relativement faible. Et je ne sais pas qui je préfère aujourd'hui entre Canada et Teina Paopao. Et je me demande si c'est pas Teina, juste par l'adresse et le fait que de loin, peut-être, elle ramène un petit peu plus de spacing. Et donc, elle ouvre les lignes de drive aux driveuses du Dream, que ce soit Alisha, Ryan, si Ryan est un peu plus responsabilisé en attaque, je ne suis pas sûr que je le souhaite, et Angel. Voilà, on va suivre de près cette équipe du Dream. On passe à l'équipe suivante, et cette équipe suivante, c'est le Chicago Sky, le Sky de Chicago, une franchise dont il est très difficile de parler du projet. Je sais que les fans du Sky sont dans un état psychologique catastrophique en ce moment parce que clairement, le projet est très bizarre. On est sur une timeline autour des vétérans cette saison, clairement. On a Skylar Diggins, on a Sloot, on a toutes les vétérans qui vont entourer Cardozo, l'intérieur, la pivot du Sky. Mais après ça, on a quand même eu le wave, donc la coupe du contrat de Hailey Van Lith, qui avait été sélectionnée relativement haut dans la draft 2025, qui était plutôt une attaquante prometteuse, qui n'avait pas eu de minutes la saison dernière, malheureusement, pour montrer et développer un peu son talent, avec les choix très discutables de Tyler Marsh sur le banc. Bon, clairement, entre ce que le Sky a produit en 2025 et ce que le front office du Sky a produit sur cette intersaison, on n'est pas sur une équipe dont les promesses sont les plus séduisantes. Néanmoins, en prenant un peu de recul sur cet aspect très sombre de ce que le Sky a produit la saison dernière et sur l'intersaison, on a quand même une équipe qui a une solidité et une assise défensive certaine. On a un petit peu de protection de cercle, voire beaucoup. On a 2 joueuses sur le backcourt qui sont des joueuses incisives, de caractère et qui, clairement, peuvent faire des choses sur un terrain de basket. Et on a une équipe qui, défensivement, devrait être capable d'être à la lutte, non pas pour les meilleures défenses de la ligue, mais en tout cas pour être une de ces défenses qui pose problème à n'importe qui dans la ligue. Sur un match, sur plusieurs matchs, sur une séquence de matchs où ça tourne particulièrement bien, on espère juste que Tyler Marsh aura peut-être davantage d'idées, à la fois sur le secteur défensif et sur le secteur offensif pour cette équipe. Mais honnêtement, d'abord, en attaque, pour revenir aux critères, il y a trop de porteuses de balles, Sloot et Skylar, qui vont devoir se partager la gonfle. Et ensuite, il y a un manque cruel de spacing. Vous avez Sloot, Skylar Diggins et Dijon et Carrington qui vont sans doute occuper les postes 1, 2, 3. Il n'y a ici aucune grosse shooteuse à 3 points avec une grosse efficacité de ce point de vue-là. C'est très, très inquiétant pour cette équipe dans la WNBA de 2026. Ensuite, sur la défense, est-ce que Cardozo est capable vraiment d'assurer une protection de cercle élite? Je pense que cette saison, elle va devoir le prouver. Et ensuite, la deuxième question qui, pour moi, se pose sur la défense du Sky, c'est est-ce que Dijonais peut retrouver son niveau élite All-NBA qu'elle avait en 2024 quand j'ai commencé à suivre la WNBA et que clairement, elle était à l'époque ma joueuse préférée du côté des Connecticut Sun.
Voilà, c'est des interrogations, c'est une équipe qui pose beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup de mal à me situer vis-à-vis de cette équipe. Je suis autant attiré par une curiosité malsaine de voir cette équipe presque, évoluer avec aussi peu de spacing et peut-être des idées et Tyler Marsh et cetera, avec autant d'inconnues négatives et j'aime pas trop être guidé par la curiosité malsaine et en même temps, j'ai envie de voir si ces joueuses peuvent trouver un second souffle et notamment Dijon Carrington et puis j'ai juste envie de voir aussi comment Cardozo évolue. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette équipe. Je pense que l'upside est pas vraiment très haut pour Chicago, qui avait pas fait une bonne saison 2025 et qui, à mon avis, ne fera pas une excellente saison 2026. Je suis pas sûr que c'est une équipe qui ira chercher les playoffs. C'est une équipe qui peut-être échouera juste en dessous, un petit peu comme les Sparks la saison dernière du côté de Los Angeles. On verra, on verra. Du coup, Dijonais, si tu redeviens élite en défense, comme tu l'étais en 2024, tu feras à nouveau partie de mes chouchous sans discuter, parce que clairement, à cette époque-là, tu étais une joueuse absolument phénoménale et j'ai vraiment envie que tu redeviennes cette défenseuse au périmètre. Et après, bon, moi, le tiers, il est très clair ici. On est pour le Sky dans le tiers, je me souviens même plus où je les ai rangés d'ailleurs. On est sur oui, pas convaincu du tout, pour le Sky, mais bon, écoutez, si vous y croyez davantage parce que vous croyez dans ces vétérans et dans leur force de caractère et dans leur, disons, dans leur goût de la compétition, eh bien, prouvez-moi-le et surtout, j'espère vraiment pour les supporters du Sky, pour les fans du Sky, que ça va mieux se passer que moi je ne le prévois et que moi je ne le théorise. Après, bon, qui suis-je pour théoriser sur le Sky finalement? Ça fait 2 ans et demi que je regarde, cette ligue. Je suis pas forcément le mieux placé, mais j'ai malheureusement peu d'espoir pour cette équipe. Équipe suivante, les enfants. On continue, on va du côté du Sun, justement, on a discuté autour de Dijon et Carrington. On va du côté du Sun, c'est la toute dernière saison, malheureusement, de cette équipe légendaire, sans doute une des équipes qui n'a pas gagné de bague et qui a été la plus forte dans son histoire, l'équipe autour de Alyssa Thomas et notamment Dijon et Carrington, etc. C'est une équipe qui, malheureusement, n'aura jamais trouvé le chemin de la bague avec Alyssa Thomas, qui depuis est partie au Mercury à Phoenix. On en est où du projet? Eh bien, c'est un projet qui clairement, à l'intersaison, a marqué le coup. C'est, presque un seppuku, hein, c'est presque disons une volonté de n'avoir aucune ambition autre que d'avoir des jeunes, de leur laisser toute la saison avec un gros volume de minutes pour se développer, pour qu'on puisse laisser un effectif, à Houston, aux Comets, la future franchise qui remplacera donc le Sun la saison prochaine en WNBA avec le déménagement, de Connecticut jusque dans le Texas, à Houston. Et bien pour qu'on laisse à cette équipe, cette future franchise de Houston, les meilleures chances d'avoir un jeune, cœur, qui soit disponible dès la saison prochaine avec des minutes jouées, de l'expérience amalgamée et cetera et cetera. D'un point de vue de l'attaque, on a des jeunes créatrices qui, dans la théorie, sont intéressantes. On a Leila Lacan et Sania Rivers qui seront sans doute les titulaires et on a Hailey Van Lith. Donc ancienne du Sky, je viens d'en discuter. Hailey Van Lith, c'est clairement une attaquante, une créatrice. Si elle a un volume de minutes, on pourra enfin savoir à quel niveau elle est capable de se montrer sur la création. Et puis ensuite, on a Sania Rivers qui progresse de plus en plus à la fois au tir et à la création. Et ça, c'est très bien parce que son profil défensif étant hyper intéressant, si ça progresse à la création, c'est top. Et on a Leila Lacan qui est en fait un profil non pas similaire, mais un petit peu sur les mêmes axes, quoi. C'est-à-dire qu'on a une défenseuse absolument élite en Leila Lacan et notamment le playmaking défensif, où ça a été la meilleure interceptrice sur les lignes extérieures la saison dernière, dès lors qu'elle est arrivée au Sun et qui progresse sur les responsabilités offensives aussi, responsabilités offensives qu'elle a davantage quand elle joue, du côté de Basketland ou quand elle joue dans les équipes européennes où elle a évolué dans le passé. Donc c'est intéressant parce qu'il y a du talent à développer en attaque et en défense et notamment sur ce backcourt-là. On va manquer quand même de matériel à la finition, je trouve et je suis pas certain non plus qu'on ait le matériel pour être une défense, lockdown. C'est-à-dire que vraiment que le Sun soit un château fort pour les équipes qui vont rencontrer, Connecticut cette saison. Donc difficile d'avoir des promesses et des ambitions hautes d'un point de vue de l'upside. Je pense pas que ce soit une équipe qui passe de la fond du fond du classement au milieu du classement. Et je pense pas, encore moins qu'elle soit dans le premier tiers du classement. Je serais vraiment surpris, même si honnêtement, en baroud d'honneur de la franchise, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je mets le Sun
Je mets le Sun dans le tiers, pourquoi pas, et je mets le Sun parce que j'ai envie de voir ces jeunes, et notamment Sani Rivers et Leila Lacan. J'ai envie de voir un gros volume de minutes, et j'ai envie de les voir évoluer, progresser, produire des choses. Je sais que j'avais beaucoup aimé les dispositifs, notamment défensifs, de Rachid Méziane, coach du Sun la saison dernière en 2025, qui reconduit cette saison-là en 2026 sur le banc du Connecticut. J'espère que, j'allais dire les Rockets, fuck les Rockets. J'espère que Houston, va le conserver, mais rien n'est moins sûr. Quand un nouveau propriétaire arrive, évidemment, il veut son équipe, et cetera, et cetera. Mais je pense que Rachid va produire de très bonnes choses, encore une fois, d'un point de vue des dispositifs défensifs et offensifs du côté du Sun. Donc il y aura des choses à regarder, même si l'équipe ne va pas produire du résultat. Je pense qu'il y a des choses à regarder, et voilà, je les mets dans pourquoi pas. Clairement, c'est une équipe qui a une créatrice primaire élite de monter d'un cran dans mon échelle de matabilité et d'arriver avec le Dream dans le cran des on va suivre de près. On va passer à l'équipe suivante. L'équipe suivante, c'est les Wings de Dallas. Les Wings de Dallas, on va pas se mentir, hein. C'est l'équipe que j'ai le plus haut cette saison en termes de matabilité. C'est l'équipe la plus haute parce qu'il y a trop de choses qui sont réunies. D'abord et avant tout, c'est un young core. Et je vous l'ai expliqué en introduction, mais moi j'aime les projets qui partent de bas et qui se construisent sur la jeunesse, le développement, et que je vais voir grandir en même temps que je vais les suivre de saison en saison. Et la saison dernière, déjà, je regardais évidemment parce que comment ne pas regarder tout simplement la sensation Paige Bakers sur un terrain. Elle a été élite la saison dernière alors qu'elle a eu 15 jours de vacances entre la saison NCAA et la saison WNBA. On a Eddie Fudd, sa partenaire de Yukon, qui l'a rejoint du côté des Wings à Dallas cette saison pour sa saison rookie. Donc ce sera la saison sophomore de Paige. Arike Ogunbowale va revenir de blessure, et on a un recrutement dans le secteur intérieur que j'ai trouvé magnifique en la présence de Jessica Shepard, qui est une collectrice de talent avec des capacités de rebond également. Et puis, on a Alana Smith, Depoy en titre, une des meilleures rebondeuses de la ligue, défense de cercle absolument monumentale, et en plus, stretch big. Donc, capacité à prendre des tirs à 3 points et à étirer l'attaque et donc les défenses adverses. On revient sur cette attaque. Pour moi, c'est la promesse et la théorie du plus beau spacing de la ligue. Paige Bakers peut tirer à 3 points. Arike Ogunbowale peut tirer à 3 points. Eddie Fudd est absolument élite à 3 points. Alana Smith également. Et celle peut-être qui est la moins agile sur ce secteur du terrain, c'est Jessica Shepard. Mais vous avez au minimum un 4-out qui peut, à mon avis, clairement être un 5-out. Et vous vous imaginez un 5-out avec la capacité de drive de Paige Bakers? Mais comment vous allez arrêter un spacing pareil quand Paige Bakers va être à l'intérieur et que vous allez être obligé de stunt, de doubler sur son drive, et qu'elle va vous menacer de faire l'extra pass, et que dans les corners, vous allez avoir Eddie Fudd d'un côté, Arike Ogunbowale et Alana Smith à 0 degré. Mais écoutez, moi j'ai juste trop hâte de voir ça, quoi. Trop hâte de voir ça, d'autant plus que effectivement j'ai vanté les mérites du trio, sur les postes, 1, 2, 3, que sont Arike Ogunbowale, Paige Bakers et Eddie Fudd, mais le secteur intérieur va être impliqué en attaque, et ça c'est trop bien. Moi je voudrais vraiment qu'Alana Smith ait davantage de ballons qu'elle en avait aux Lynx. Ça va être évidemment difficile parce qu'on a quand même beaucoup de tickets shoot qui vont être assignés aux postes 1, 2 et 3. Évidemment, Paige Bakers en tête, mais Alana Smith peut être vraiment une des plus belles quatrièmes options de la ligue, quoi, sur les tickets shoot, et notamment sur sa présence à 3 points. Sur le côté défensif, en fait, vous avez juste recruté la Depoy et la meilleure défense de la meilleure protection de cercle de la ligue de l'an dernier, en fait, tout simplement. Vous avez recruté la meilleure défenseur de cercle de la saison 2025, et vous l'avez mis dans une équipe qui, en plus, a sur les lignes extérieures des défenseurs qui sont tout à fait capables. La navigation de Paige Bakers et de Eddie Fudd est extrêmement correcte. Celle d'Arike Ogunbowale est peut-être un poil en dessus, mais elle n'est pas non plus totalement ridicule. Et vous avez en Paige et en Eddie Fudd des joueuses qui, sur les postes 1, 2, 3, sont quand même des joueuses de taille. Paige est plutôt une grande joueuse, et Eddie aussi. Vous avez Jessica Shepard. En fait, il y a beaucoup de choses des 2 côtés du terrain. Alors effectivement, moi je m'attends à ce que ce soit une attaque plus flamboyante que ce que la défense ne va être. Je pense que ça va vraiment être, j'espère, la théorie pour moi le dit, ça a les moyens d'être une top 3-4 attaque de la ligue cette saison, et je pense honnêtement que ça peut être dans la première moitié des défenses de la saison également, voire même
pourquoi pas top, maintenant on peut dire top 6 pour le coup, c'était la moitié la saison dernière, mais comme, on est désormais à 15 équipes, on peut dire top 6. Moi, j'ai vraiment très, très hâte de voir ça. L'upside, ben, c'est tout simplement le plus gros potentiel d'upside de la saison puisque c'est l'équipe qui a fini dernière la saison, passée en WNBA, donc la saison 2025 et là, c'est une équipe qui, pour moi, a des prétentions à être juste derrière le premier tiers, juste derrière les peut-être les 4 meilleures équipes de la ligue. Parce que, ben, c'est encore une équipe un peu jeune, que le coach vient d'arriver, que les systèmes ne seront pas suffisamment peut-être répétés pour, aller chercher des grosses cylindrées que sont, eh bien, tout simplement, je sais pas moi, mais le Liberty, les Aces, par exemple, ou même les Sparks, on peut imaginer. Peut-être que ça va être un peu court pour aller chercher ces équipes-là, mais néanmoins, on est quand même sur une équipe qui est capable de poser des problèmes à énormément, énormément de dispositifs tactiques cette saison en WNBA. Donc j'ai vraiment très hâte. Il y a bien sûr plein de chouchous dans cette équipe, à commencer par Paige Bakers et Alana. Je pense que je vais aussi me pencher sur le cas de Jessica Shepard. J'ai l'impression que c'est quand même une excellente connectrice et moi j'adore les postes 4 qui font de la connexion. Donc j'ai vraiment trop, trop hâte de voir les Wings évoluer. Vous l'avez compris, les Wings sont l'équipe que j'ai le plus haut cette saison, donc on va tout regarder de Dallas cette saison. J'en place une pour Ghislain, je le fais à chaque podcast, mais je sais qu'il est entre guillemets «fan» de cette équipe des Wings et c'est une équipe qu'il va suivre avec beaucoup d'attention. Moi aussi, clairement, je pense qu'on fera même peut-être un podcast spécial Wings en fin de saison pour résumer un peu comment le projet s'est déroulé. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte de suivre Dallas cette saison. On continue les enfants et on se dirige vers une équipe qui m'avait énormément séduit la saison passée. C'est les Golden State Valkyries, l'équipe de Californie que j'avais le plus aimé la saison passée. Je pense vraiment qu'elle faisait partie de mes top 2, top 3 équipes que j'avais apprécié suivre la saison passée. Il y avait des joueuses qui ont complètement explosé, et notamment Veronica Burton qui clairement a été une révélation pour moi et qui est très très haut dans mon classement des chouchous, on en rediscutera. Et puis cette saison, on a l'arrivée de Gabby Williams. Gabby Williams que j'avais adoré du côté de Seattle la saison passée et qui rejoint Veronica Burton sur les lignes extérieures et les postes 2 et 3 des Valkyries de Golden State en 2026. Et pourtant, malgré cette arrivée, malgré la présence de Veronica Burton, malgré le coaching absolument élite de Nathalie Nakasse sur le banc en 2025, qui est évidemment reconduite pour 2026, j'ai un peu du mal sur cette équipe des Valkyries. J'ai pas totalement du mal et je vais clairement regarder les Valkyries cette saison, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, l'attaque. Il y a pour moi le manque d'une vraie créatrice primaire. Je pense que ni Gabby Williams ni Veronica Burton n'ont les reins, n'ont la capacité de créer majoritairement sur 30 minutes de match, sur même 35 minutes de match, du jeu pour leur équipe et une attaque suffisamment puissante dans la ligue en 2026 aujourd'hui, quand la ligue compte des créatrices primaires comme Sabrina Ionescu, Caitlin Clark, Paige Baker et plein d'autres. Les Valkyries n'ont pas cette créatrice-là. Elles n'ont même pas une créatrice primaire d'un petit peu moins haut niveau que celle que je viens de citer, comme par exemple pourrait l'être Marina Mabrey. On n'a pas ce profil-là pour l'instant dans cette équipe des Valkyries. Peut-être qu'elles iront le chercher parce qu'elles auront peut-être des ambitions revues à la hausse en cours de saison, ou peut-être que en l'état, c'est ce qui leur convient pour éviter de développer une attaque trop puissante et donc pouvoir se classer sur la prochaine draft à un niveau assez haut dans la loterie. Est-ce que, du coup, dans cette attaque, Veronica Burton et Gabby Williams vont vraiment être les options numéro 1? Ça, c'est une question, en théorie, qui, moi, me fait plutôt peur pour cette équipe des Valkyries. Je pense que ni l'une ni l'autre n'est capable d'endosser ce rôle-là. En plus, on a l'absence d'Iliana Rupert, qu'on félicite pour sa grossesse, bien évidemment. Les Valkyries vont devoir se passer d'elle pendant le temps de sa grossesse. Elle va sans doute être remplacée, mais on est quand même sur la meilleure intérieure shooteuse de toute la WNBA et de très loin. C'est une joueuse qui vous écarte le terrain de manière gargantuesque, qui ouvre des lignes de drive, et notamment pour Veronica Burton, Gabby Williams, des joueuses qui aiment aller au drive. Gabby Williams est une des meilleures finisseuses sur drive de la ligue et de très loin. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir cette capacité d'avoir une stretch five de la qualité d'Ilana parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment ouvrir les lignes de drive comme vous l'auriez voulu pour VB et Gabi. Et c'est dommage, quoi. Donc,
Comment aussi gérer la bataille des possessions avec ces extérieurs-là? Alors, ce sont des extérieurs qui ont quand même un playmaking défensif relativement haut, bien aiguisé. Donc, peut-être que sur la bataille des possessions, sur les steals, sur les déflections et sur les pertes de balles adverses, on va pouvoir jouer et gagner des possessions. Mais je suis pas certain qu'on ait non plus les reins pour ne pas trop en perdre du côté des rebonds, que ce soit offensif ou défensif. Donc à voir. Et sur la défense, on a du gros playmaking extérieur avec Gabby Williams et Veronica Burton, toujours les mêmes, mais si elles ont plus de responsabilités en attaque, est-ce qu'elles vont vraiment pouvoir mettre autant la pression en défense? Je sais pas. Franchement, il y a beaucoup de questions qui se posent là. Je suis pas certain qu'on ait une défense et une protection de cercle qui soit à ce point qualitative. Donc on va voir. On va voir. L'upside, pour moi, il est relativement bas. Il est relativement bas simplement parce que la saison dernière, elles font une saison extraordinaire. Clairement, elles font vraiment une saison extraordinaire et je ne suis pas certain que sur la saison 2026, la deuxième saison de l'histoire de la franchise, eh bien les Valkyries aient les reins pour aller chercher mieux. Je pense même qu'elles ont peut-être une théorie aujourd'hui, notamment avec ce secteur intérieur un peu flou, qui, pour moi, les amène un peu plus bas dans le classement. On en discutera plus tard quand on aura un échantillon de matchs qui nous permettra de faire, disons, des perspectives. Là, en l'état, on n'a que la théorie de l'effectif et cette théorie de l'effectif, pour moi, elle me fait dire que au mieux, les Valkyries font la même saison que la saison dernière, mais je ne vois pas d'upside pour Golden State en 2026. Donc, je les ai classés dans et pourquoi pas? Parce que je vais regarder cette équipe. Je vais regarder cette équipe simplement parce qu'il y a deux joueuses que j'adore, euh, qu'il y a une coach qui est pour moi une des coachs les plus intéressantes, une des coachs les plus fine tacticienne, une des meilleures décisionnaires en match. Et rien que ça, d'avoir deux joueuses et une coach qui donnent autant de promesses, de plaisir de voir des choses du côté offensif et défensif, eh bien, moi, ça me convainc de regarder 40 à 50% des matchs des Valkyries cette saison sans aucun problème. Équipe suivante, on passe du côté de l'Indiana avec le Fever de Caitlin Clark, Alia Boston et d'autres. Que dire de cette équipe? Moi, j'avais été très frustré la saison passée, évidemment, parce que sur le début de saison, on avait eu beaucoup de très belles idées de Stephanie White et notamment faire jouer Caitlin Clark off-ball. On avait eu aussi de développement de compétences et d'utilisation, en tout cas de compétences du côté d'Alia Boston avec ce short roll et ce passing qu'elle a su montrer de plus en plus et à plus gros volume tout au cours de la saison. On a eu ensuite Kelsey Mitchell qui a fait une série de playoffs vraiment de très 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 bonne qualité, d'excellente même qualité. Mais en l'absence de Caitlin Clark sur la fin de saison et sur la campagne de playoffs, c'est une équipe qui aurait pu avoir des chances d'être contendeuse et qui ne l'a malheureusement pas été. Alors, pour sauter directement à la catégorie upside de cette rapide analyse du Fever sur leur matabilité, je dirais que l'upside, aujourd'hui, c'est de passer d'une équipe dangereuse qu'elles ont été en 2025 en l'absence de Caitlin Clark à une équipe qui est véritablement contender pour la bague et pour le titre en WNBA en 2026, simplement si Caitlin Clark est en santé. Parce que la façon dont Stephanie White a compris qu'il fallait qu'elle fasse jouer Caitlin Clark, le niveau de Caitlin Clark dans la ligue, quand bien même en ce moment elle ne soit pas en adresse au shoot, etc., etc. Le niveau développé également par Alia Boston, la qualité des role-players autour de ces deux joueuses, la présence de Kelsey Mitchell qui joue à un niveau vraiment extrêmement haut, même si elle manque un petit peu de passing et de création pour les autres, on a clairement une équipe qui a la répétition, le talent, la coach, la superstar, la lieutenant pour aller très très loin dès cette saison. Et je sais qu'il y a d'autres équipes qui peuvent avoir des ambitions de titre cette saison, mais le Fever en fait partie. Le Fever en fait clairement partie. Donc, pour revenir aux critères offensifs et défensifs, d'abord sur l'attaque, si Caitlin Clark est en santé, c'est une des plus belles théories offensives de 2026. Vous avez une joueuse qui, sur le short roll, donc c'est-à-dire cette capacité à servir de hub en mouvement après un pick and roll, Alia Boston est vraiment une des joueuses les plus intéressantes pour moi de la ligue à son poste. On a ensuite Caitlin Clark off-ball selon les nouveaux théorèmes tactiques de Stephanie White. On a vraiment, vraiment très hâte que Caitlin Clark, sa gravité soit utilisée pour étirer les défenses, créer du chaos off-ball, ce qui va permettre à Kelsey Mitchell d'avoir des lignes de drive et des lignes de tir beaucoup plus agréables, beaucoup plus ouvertes, et donc forcément une efficacité augmentée. Et puis ça va clairement aussi favoriser les prises de tir des joueuses qui sont autour et qui sont à droite à 3 points. Sophie Cunningham en fait également partie.
Donc ça, ce sont des théories offensives qui sont super intéressantes pour moi. En plus, ça cohabite bien dans la théorie et puis on a une coach élite en la personne de Stephanie White, donc vraiment, vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Si Kelsey Mitchell est au niveau de ce qu'elle a fait en playoff 2025, on va vraiment avoir une superbe équipe offensive à regarder. Du côté de la défense, il n'y a pas de grosse garantie parce que l'effectif n'a pas tant changé que ça sur le secteur intérieur et on avait une saison 2025 relativement moyenne. La présence de Caitlin Clark dans le 5 ne garantit pas une défense qui va s'améliorer. C'est plutôt une joueuse qui a du poids et de l'impact en attaque. C'est même une joueuse qui peut se faire cibler quand elle est en défense. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait un upside de ce côté-là. L'upside, il se fait vraiment du côté de l'attaque. Si l'attaque tourne et que Caitlin est en santé, on a vraiment un gros upside sur l'attaque du Fever. Et c'est une équipe qui parie sur l'attaque. C'est une équipe qui parie davantage sur l'attaque que sur son socle défensif. C'est une équipe qui dit, dont la théorie proclame que leur attaque sera tellement bonne que c'est pas grave si la défense est mid ou qu'elle est à la fin du premier tiers de la ligue, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des chouchous? Ben oui, Caitlin Clark, hein. Pour moi, c'est vraiment très difficile, si on aime le basket, de ne pas aimer regarder Caitlin Clark jouer. C'est une des plus belles joueuses à regarder de cette ligue. Je vois souvent d'ailleurs des tweets passer sur son handle, sur ses shoots, et cetera. En fait, on s'en fout complètement. OK, elle a un handle où elle porte la tête haute avec le cou dressé et cetera, mais son handle, en fait, il est monstrueux. Moi, je voudrais avoir 5 1 de son handle et ça me pose pas de problème. Parce que quand je regarde les archives de basket et que je vois des joueuses et des joueurs qui ont des handles hauts comme ça, c'était des joueurs qui étaient élites. Je pense à Mark Price du côté des Cavs dans les années 80 et au début des années 90. Je pense à John Stockton. Je pense à Steve Nash. Je pense à Dennis Johnson du côté des Celtics, historiquement. C'est des joueurs qui étaient phénoménaux à voir dans leur handle et c'est pas parce qu'ils ont la tête haute qu'ils handle mal et c'est pas parce qu'ils jouent pas comme s'ils avaient des Timberland à Rucker Park que c'est pas beau à voir jouer. Il faut vraiment ne pas aimer le basket pour dire des choses pareilles. Tout le monde n'a pas à avoir le handle de Kyrie Irving qui est sublime, clairement, pour être beau à voir jouer. Caitlin Clark, c'est sublime. Les passes sont mais merveilleuses. Les lectures sont merveilleuses. L'orientation du jeu est merveilleuse. Le rythme, etc. C'est une joueuse qui est sublime à voir jouer. Et je vous le dis, c'est une des joueuses qui me fait clairement aimer cette ligue. Je vous l'ai déjà dit dans un des tout premiers épisodes de W. Si j'ai fait ce podcast aujourd'hui, c'est aussi parce que Caitlin Clark m'a rappelé ce que j'avais aimé il y a 20 ans quand je suis tombé amoureux du basketball développé par Steve Nash. Donc, clairement, Caitlin Clark, chouchou, top chouchou, et je le dirai jamais assez. Même si c'est une superstar et que je n'aime pas aimer les superstars, c'est très snob de ma part de le dire, être hipster, mais c'est ainsi, je ne peux pas me fourvoyer. Eh bien, Caitlin Clark fait partie de mes chouchous au même titre que Angel Reese, et ce sont peut-être les deux plus grosses superstars que j'ai parmi mes chouchous, quoi. Donc, évidemment, le Fever, on va suivre de près. On n'est pas sur on va tout regarder parce que je pense qu'il n'y a pas assez peut-être de promesses défensives et que l'upside n'est pas si grand que ça. C'est une équipe qui était en playoff l'an dernier. On passe pas d'un des derniers maillons du classement de la saison dernière à une équipe qui peut être top 4, top 5 de la ligue. C'est une équipe qui était déjà dans le top 5 la saison 2025, je crois, et qui clairement fera partie cette saison, sauf gros soucis de santé dans l'effectif. Mais voilà quoi. Donc ce manque un peu d'upside ne me fait pas dire qu'on va tout regarder, mais clairement, c'est une équipe que je vais suivre avec attention et c'est une de mes équipes préférées dans la ligue, hein, clairement. Je regrette qu'il y ait une Maga dans l'effectif, mais s'il n'y avait pas une Maga dans l'effectif, je pense que clairement, je pourrais être fan du Fever, pardon, comme je pourrais être fan des Wings ou fan d'autres équipes que j'aime bien et que j'aime particulièrement dans la théorie de ce qu'elles ont montré en 2026 ou dans ce qu'elles ont montré en 2025. On retourne en Californie et on va discuter de Los Angeles, les Sparks. J'ai une relation particulière à Los Angeles parce que généralement, je déteste les franchises de Los Angeles. Vous le savez, je suis un fan des Suns et bah, les Suns ont un historique avec les 2 équipes de Los Angeles en MNBA, c'est-à-dire, les Lakers pour plein de raisons et notamment des raisons funestes, de favoritisme de la NBA à l'égard des Suns, mais on en discutera dans un autre podcast qui ne sera pas sur cette chaîne et on n'en discutera pas d'ailleurs, ça a été suffisamment discuté et les Clippers qui sont, un peu, une sorte de rival. Il y a une petite rivalité entre les Clippers et les Suns, c'est tout léger évidemment, mais il y a en tout cas une rivalité entre Paul George et Devin Booker qui est née dans la bulle avec le shoot monstrueux de Devin Booker sur la tête de Kawhi Leonard et de Paul George et donc depuis
depuis, je n'aime pas trop Los Angeles et c'est difficile pour moi parce que, eh ben, j'adore les Sparks et j'adore les Sparks. J'adore Kelsey Plum, j'adore, Nneka Ogwumike qui a rejoint Los Angeles, pendant l'intersaison 2025-2026 et puis surtout, il y a tout simplement, je pense, ma joueuse préférée. Il y a ma joueuse préférée à Los Angeles qui est Cameron Brink, qui est un monstre défensif et moi la défense, vous le savez aussi si vous me suivez depuis le début de ce podcast, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. C'est un de mes secteurs préférés, sinon mon secteur préféré du jeu et cette protection de cercle, cette capacité à switch, à tout faire en défense, le roaming, les timings, la détente, la coordination. Cameron Brink a tout. Elle a vraiment un profil défensif historique. Dans les deux ligues mélangées, c'est sans doute un des profils les plus purs en défense qu'on ait vu dans l'histoire du basket nord-américain. Donc voilà les Sparks, relation conflictuelle. Je pense que je refuse d'être un fan des Sparks par, par attachement à mes Suns, ça fait aucun sens, mais bon, laissez tomber, c'est pas grave. On va retourner sur la théorie et sur la matabilité de Los Angeles en WNBA cette saison 2026. On va commencer par l'attaque. J'ai cité, les 2 noms qui vont être prépondérants dans cette équipe dès la saison 2026. C'est évidemment Nneka Ogwumike, qui arrive donc en provenance de Seattle et qui rejoint la franchise des Sparks où elle avait commencé et Kelsey Plum, qui est une des meilleures créatrices primaires en activité au poste 1 et même créatrice primaire quel que soit le poste. 2 joueuses phénoménales en attaque qui laissent des compromis défensifs évidemment, mais qui sont tellement fortes en attaque que finalement, si vous avez une Cameron Brink sur le terrain, et c'est tout le sujet de la partie sur les Sparks, on y reviendra. Mais si vous avez une Cameron Brink sur le terrain, en vrai, le compromis défensif, vous pouvez le concéder quand vous avez 2 joueuses de ce niveau-là en attaque. Kelsey Plum, l'an dernier, fait clairement une saison de candidate MVP. C'est juste que les Sparks ne réussissent pas à augmenter leur ratio de victoire et donc à monter dans le classement pour que Kelsey Plum soit candidate avérée au MVP, mais elle fait clairement une saison MVP, ou en tout cas de niveau MVP, de niveau course au titre de MVP en 2025. Vous avez Nneka Ogwumike qui est une former MVP, qui a déjà été MVP en WNBA. Donc cette attaque, elle a le potentiel tout simplement pour être la meilleure attaque de la ligue, pour moi, d'autant plus que vous avez une autre recrue de poids qui est Ariel Atkins, qui a la capacité d'apporter de la taille et d'apporter du spacing avec son shoot à 3 points à côté de Kelsey Plum. Et pour le coup, Ariel, c'est presque la clé de cette équipe. En plus des choix du coach, on reviendra dessus sur le secteur défensif, les choix du coach sur le secteur défensif. Ariel Atkins, c'est la clé parce que ce sera sans doute celle qui va défendre le point d'attaque. C'est une défenseuse de très, très, très bon niveau. Et donc, des deux côtés du terrain, elle va avoir une utilité monstrueuse. Et cette utilité, à mon avis, ce sera la clé de la réussite des Sparks cette saison. Donc, du côté défensif, ce serait véritablement une catastrophe pour moi, pour Los Angeles, si Cameron Brink ne joue pas autant qu'elle devrait jouer, vu ce qu'elle donne sur un terrain en termes de net rating et de defensive rating. C'est une joueuse qui a un tel impact défensif quand elle est sur le terrain que le peu de compromis qu'elle vous donne en attaque et qui sont discutables parce qu'elle a vraiment un potentiel offensif qui est là, qui est présent, eh bien, vous voulez ces légers compromis en attaque, vu ce qu'elle vous donne en défense. Et le problème, c'est qu'elle est en ballottage avec une intérieure qui s'appelle Derrick Mb, qui, elle, vous offre des points en attaque relativement efficaces, mais avec un tel compromis défensif que ça ne vaut pas le coup, d'autant plus quand vous avez d'autres options offensives à nourrir, et notamment, dans l'ordre, Kelsey Plum, Nneka Ogwumike et Ariel Atkins. Donc il y a vraiment aucun sens à ne pas donner 25-30 minutes de jeu minimum à Cameron Brink la saison prochaine dans le secteur intérieur. Je dis la saison prochaine, mais la saison qui commence ce soir, dans la nuit de vendredi à samedi, donc, de donner davantage de minutes à Cameron Brink et davantage de responsabilités. Qu'elle starte pas sur le début de saison parce qu'il y a un problème de statut avec le contrat millionnaire de Derrick Mb. Soit. Mais fais jouer cette joueuse au moins 25 minutes par match, par pitié, parce que l'impact qu'elle a en défense, c'est là, c'est là que les Sparks ont leur upside. C'est ici que se situe l'upside des Sparks et pas ailleurs. C'est pas dans la capacité de d'Erika à jouer avec Nneka, à jouer avec Kelsey et dans la réussite à 3 points d'Ariel Atkins. Non, l'upside, des Sparks, c'est l'impact défensif et la progression de la défense collective.
des Sparks et la capacité de Cameron Brink à être une candidate DPOY cette saison et de faire des Sparks une des 5 meilleures défenses de la ligue, sans sourcil. Et ça, c'est possible. Et si ça se fait, les Sparks ont une réelle chance de poser des problèmes à toutes les équipes qui veulent aller chercher la bague et de se mesurer à elles les yeux dans les yeux. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que Los Angeles n'a Kelsey Plum que pour une saison. Une seule saison, le contrat de Kelsey Plum signé avec les Sparks à l'intersaison 2025-2026. Et clairement, si je suis le coach, je prends ça en compte parce qu'il n'y a pas le temps de niaiser, quoi. Il n'y a pas le temps de niaiser si vous voulez garder une des meilleures postes 1 de la ligue dans votre effectif à côté de Nneka Ogwumike. Parce que Nneka Ogwumike, elle n'est pas de la toute première jeunesse, elle est plutôt sur le dernier tiers de sa carrière. Et Kelsey Plum, vous la remplacerez pas aussi facilement que ça. Donc, il faut absolument rentabiliser cette saison-là. Et c'est pas en rajoutant Derrick Embiid dans le 5 que vous allez y arriver. C'est en augmentant le volume de Cameron Brink en termes de minutes. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Vraiment, je serais dépassé totalement par les événements et je serais extrêmement en colère. Donc, évidemment que sur la théorie, on va tout regarder. Et aujourd'hui, les Sparks sont une de mes équipes préférées. Je pourrais devenir fan des Sparks si Cameron Brink joue 25, 30, 35 minutes par match cette saison. Donc, on va tout regarder, mais si Cameron Brink joue 15 minutes par match, on va casser son crâne. On va casser son crâne ici, dans cette baraque, ici, là. Sur W, sur cette chaîne YouTube, on va péter son crâne. Le crâne va sauter. Donc, il faut impérativement que Cameron Brink joue un volume de minutes supérieur à la saison passée et qu'elle soit prépondérante dans le minutage de Los Angeles cette saison. Sinon, cette équipe peut passer du tiers, on va tout regarder, à un tiers pas emballé ou et pourquoi pas, quoi. Ce qui est quand même pas au niveau des promesses de cette équipe. J'ai pas hâte que la saison commence pour les Sparks parce que j'ai peur que le coach ou que la coach fasse une connerie de ce point de vue-là. Et franchement, ça me donne un vertige. On va passer à l'équipe suivante. Évidemment, il y a les chouchous. Hein. Vous avez compris, Kelsey Plum, Nneka Ogwumike, Cameron Brink. Cameron Brink particulièrement, Kelsey Plum peut-être dans un niveau un petit peu inférieur, mais ça reste une des joueuses que je préfère regarder. Mais je ne sais pas si je pourrais la qualifier de chouchou comme Nneka Ogwumike. Mais Cameron Brink, clairement, chouchou, max. Donc, on va tout regarder et on croise les doigts pour que Cameron Brink multiplie les minutes de manière exponentielle pour Los Angeles cette saison. On reste dans le coin et on passe du côté des Aces dans le Nevada à Las Vegas. J'ai une relation particulière aux Aces parce que typiquement, c'est le genre d'équipe qui gagne tout et du coup, c'est une équipe à laquelle je ne peux pas m'attacher. Je ne peux pas m'attacher à cette équipe parce qu'elle est au sommet de son art. On a une coach qui est également au sommet de la pyramide des coachs WNBA et sans doute des coachs de basket. Hein. C'est une Hall of Famer, c'est une grande coach qui a su trouver des ressources en playoff et qui vraiment a été top, notamment dans sa série face à Nate Tibbetts, face au Mercury en finale. C'est elle qui a lancé la guerre des ajustements et qui l'a gagnée à plat de couture. Et sur la saison, c'est une coach qui a su trouver des solutions à mi-saison pour réinventer le jeu de son équipe. Donc, vous avez 3 superstars, Chelsea Gray, Jackie Young et Jia Wilson. Vous avez Kennedy Carter qui va apporter notamment sur le drive en jeune joueuse cette saison. Il y a des ajustements sur l'effectif qui ont été faits. Mais ça reste une dynastie, ça reste une équipe qui est beaucoup trop forte pour que moi je me prenne d'affection pour elle. Mais je comprends totalement qu'on puisse vouloir regarder cette équipe parce que c'est une équipe flamboyante. C'est sans doute la meilleure équipe au shot-making, et en tout cas sur la théorie de la ligue. Clairement, A'ja Wilson qui prend un shoot, Jackie Young qui prend un shoot, ça rentre, quoi. Ça rentre. Donc le shot-making de cette équipe suffit, si vous aimez ça, à ce que vous regardiez cette équipe. Donc on a un trio historique en attaque. C'est la dynastie actuelle en WNBA. On a donc ce shot-making, on a Becky Hammon, on a Kennedy Carter sur le drive qui va beaucoup apporter parce que c'est un peu ce qui manquait aux Aces la saison passée. Et par contre, du côté de la défense, on risque de rester un peu mid par rapport à la saison, comme la saison 2025, parce que A'ja Wilson va encore devoir faire le gros du boulot, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est co-DPOY la saison passée, c'est parce que c'est elle qui maintient à elle seule
ou presque la défense des Aces et je pense qu'on va pas devoir s'attendre à une top 3, top 4 défense, cette saison. En tout cas, c'est ce que la théorie nous dit. Évidemment, on peut être surpris, évidemment qu'on peut avoir tort. Mais d'ailleurs, il ne s'agit pas d'avoir tort ou d'avoir raison, il s'agit de donner une perspective sur ce que la théorie nous donne aujourd'hui et forcément, c'est un peu empirique et on doit forcément parler de la saison passée et les Aces n'étaient pas top 4 défense de la ligue en 2025. L'upside, on est sur l'équipe championne, donc il ne peut pas y en avoir et sur les chouchous, bah, malheureusement, j'en ai pas des masses dans cette équipe. Je pense que je vais essayer de regarder Kennedy Carter parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien et il y a le développement du passing d'Aja qui est évidemment en cours, que j'aime bien depuis la saison 2025, qui semble encore se développer. On a vu notamment sur les matchs de pré-saison. Mais voilà, je suis pas certain que ce soit une équipe qui m'enthousiasme tant que ça à regarder cette saison. Je pense que c'est une équipe qui est presque trop gagnante pour moi et pas assez de risques. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre, mais c'est ainsi, c'est les goûts personnels. Et du coup, je les ai classés en et pourquoi pas. C'est là que je mets les Aces. Je vais regarder évidemment des matchs de Las Vegas, mais je pense que c'est une équipe qui sera quand même plus intéressante à suivre en playoff parce que c'est une équipe qui sait qu'elle va y aller et qui sait pourquoi elle est sur les terrains. Elle est là pour gagner des titres et pour faire d'Aja Wilson la plus grande joueuse de l'histoire et pour faire de cette dynastie la plus grande dynastie de l'histoire de la ligue, tout simplement. Donc l'objectif, il est simple, il est extrêmement haut. C'est pas les objectifs qui, moi, me plaisent le plus, mais vous avez la recette, quoi. On passe à l'équipe suivante et on va du côté des Lynx à Minnesota et c'est un peu bizarre ce qui nous attend en 2026 avec Minnesota. La saison dernière, c'était une équipe historique. C'était une équipe historique en défense, c'était une équipe historique en attaque. On avait une joueuse phénoménale en la personne de Nafissa Collier, qui malheureusement s'est blessée gravement, qui devrait être absente au moins jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire les 2 tiers de la saison ratés pour elle. Ça va être très compliqué pour les Lynx de reproduire une saison semblable à celle de 2025 en l'absence à la fois de Nafissa Collier, leur meilleure joueuse et de très loin, qui est une des top 2, top 3 meilleures joueuses de la ligue. Mais surtout, on a aussi le départ d'Alana Smith. Et ce départ d'Alana Smith qui est depoy et qui pesait dans la raquette à côté de Nafissa Collier en stretchant en attaque, en proposant notamment son shoot à 3 points et en proposant la protection de cercle de l'autre côté du terrain, eh bien ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez une toute nouvelle raquette à concevoir cette saison du côté de Minnesota. Donc, qu'est-ce qui peut nous plaire en attaque? Olivia Miles, en créatrice primaire, bon, c'est le choix numéro 2 de la draft 2026 pour Minnesota. C'est une porteuse de balle. Effectivement, une porteuse de balle primaire. Elle a besoin d'avoir la gonfle parce que off-ball, c'est pas terrible. Et le problème, c'est que à côté d'elle, on va avoir Courtney Williams. Et Courtney Williams, c'est un peu la même chose. Elle a besoin d'avoir la balle et off-ball, c'est pas terrible. Ensuite, on n'a pas vraiment de shoot, ni pour Courtney Williams, ni pour Olivia Miles. Donc, il reste qui? Il reste K-Mac pour la finition. Splendide joueuse sur les postes 2 ou 3, et notamment sur ses finitions de loin, à 3 points ou dans le mid-range, dans le long mid-range. Je suis pas certain que ça suffise pour que cette équipe arrive à se trouver. Et puis, j'ai l'impression aussi que c'est une équipe qui commence déjà à avoir un projet à 2 timelines, une avec Nafissa Collier et l'autre avec Olivia Miles. Je sais pas. Là, franchement, j'arrive même pas à savoir s'orienter cette saison du côté du Lynx. Et puis il y a la défense, donc comment vous allez construire une défense en l'absence de Nafissa Collier et de la depoy en titre Alana Smith? Ça, c'est vraiment la grande question. Donc l'upside, à mon avis, on est plutôt sur un downfall cette saison pour le Lynx. On est sur un downside plutôt qu'un upside parce que c'est impossible que Minnesota fasse une saison aussi historique qu'elles l'ont fait sur la saison passée. Et donc, même sur les chouchous, finalement, il n'y en a pas tant que ça, même si je demande à être séduit par Olivia Miles, que j'ai malheureusement pas pu scouter, mais qui a un profil que je trouve intéressant. J'aime bien les joueuses, et les joueurs d'ailleurs un peu vifs, un peu, furtifs et capables de générer de la passe, capables de vraiment de générer du jeu par leur passe. C'est des profils qui m'intéressent toujours. Donc je vais regarder quand même Olivia Miles, mais je suis pas convaincu du tout par cette équipe, des Lynx et c'est pour ça que je les ai situés, dans le dernier tiers, hein, avec le Sky. C'est peut-être un peu dur, hein, mais franchement, je suis vraiment pas dedans, quoi. Je suis pas dedans pour le Sky. Pour les Lynx, pardon, ni pour le Sky, d'ailleurs. On poursuit avec le Liberty du côté de New York. Recrutement phénoménal pour New York à l'intersaison. Attaque pléthorique. Il y a du talent à tous les postes.
Défense qui, à mon avis, restera correcte, mid positive la saison prochaine. Il y a pas de renforcement majeur en défense. Il y a même la perte de Natasha Cloud au profit de l'arrivée de Satou Sabali. Mais un petit peu comme avec les Aces, j'ai du mal à aimer cette équipe. D'abord parce que j'ai découvert la WNBA, avec cette équipe championne et que même si j'ai de l'affection pour certaines de ces joueuses, que ce soit, par exemple Jonquel Jones, Breanna Stewart ou même, Pauline Astier qui les a rejoints à cette intersaison et dont je suis tombé sous le charme immédiatement en regardant son basket pendant la pré-saison pour le Liberty. Marine Johannes, il y a quand même des joueuses que je trouve intéressantes. C'est quand même pas une équipe qui, moi, m'attire pour les mêmes raisons que les Aces. Donc, évidemment, le Liberty n'est pas une dynastie, etc., etc., et on peut convenir que c'est moins victorieux que les Aces et qu'à ce titre-là, je devrais être davantage attiré, mais ça reste quand même une équipe de stars et de superstars, voire même une compilation de stars et de superstars. Et sur les 2 saisons précédentes, cette compilation de stars m'a souvent donné l'impression d'avoir un hero ball en relais avec une Sandy Brondello qui semblait un peu perdue et qui avait du mal à se renouveler tactiquement et à proposer des choses un peu fraîches pour la NBA moderne. On a un changement de coach, on a peut-être l'espoir d'avoir un renouveau de ce point de vue-là, d'un point de vue tactique, avec un renouvellement des stratégies, avec des idées peut-être un petit peu plus modernes, des idées un petit peu plus audacieuses. On a le matériel pour les mettre en place. Clairement, tout le monde dans cette équipe, ou presque, peut prendre plus de 15 shoots par match. Maintenant, il va falloir que ça se mette en place. Et du côté de l'attaque, on a toujours autant de stars au mètre carré. On a évidemment l'ajout de Satou Sabali qui est parfaite parce qu'elle peut jouer off-ball en catch and shoot, mais aussi elle peut créer pour elle et notamment sur le post-up. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a aussi Pauline Astier qui, à mon avis, a une carte à jouer du point de vue de la création offensive en relais de Sabrina Ionescu, qui elle aussi peut être disposée off-ball à côté de Pauline sur les minutes où elles partageront, je l'espère, le backcourt. Et du côté de la défense, on a besoin de progresser, mais est-ce qu'on a le matos, en fait? Est-ce qu'on a le matos depuis l'intersaison 2025-2026 pour progresser, pardon, en défense du côté du Liberty? J'en suis pas persuadé. Et du coup, ben, moi, je vois pas un upside phénoménal et je vois même peut-être un risque de mais. Vous voyez cette situation un peu, intermédiaire où ça progresse pas, mais en fait, en tout cas, ce sera sur la régulière que ça va pas progresser, mais il y a quand même des risques pour n'importe qui en face pendant les playoffs. Voilà, c'est une équipe devant laquelle je suis pas charmé. Peut-être que, les minutes de Pauline Astier vont me faire cliquer davantage que je ne le prévoirais aujourd'hui sur cette équipe du Liberty et sur les streams du Liberty. On verra. On verra. Pour l'instant, je les ai sur on va suivre de près avec Pauline Astier en chouchou dans cette équipe. On va suivre de près le Liberty, mais je suis pas certain de streamer autant que les Sparks ou que les Wings, par exemple. Équipe suivante, le Portland Fire. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est une équipe d'expansion. Elle vient d'arriver dans la ligue. Elle a effectivement un effectif dans lequel il n'y a pas grand-chose, d'autant plus que j'ai l'impression qu'elles l'ont fait exprès. Elles ont sélectionné à la draft d'expansion plutôt des joueuses jeunes, des potentiels à développer, à qui on va donner des minutes tout au long de la saison pour construire quelque chose dans la durée, notamment implémenter des idées, une culture peut-être. Et bon, les ambitions sont pas à la hausse, du côté de Portland. On n'est clairement pas sur une équipe qui veut se positionner, pour les playoffs. On serait surpris d'ailleurs que ce soit le cas d'ici à la fin de saison. On est plutôt sur une équipe qui devrait assurer son tanking. En tout cas, c'est ce que la théorie de l'effectif nous dit, pour pouvoir se positionner le plus haut possible à la loterie de draft, 2027. En attaque, on a une équipe sans créatrice primaire de haut niveau. Clairement, là, pour le coup, on ne peut pas me dire qu'il y a une créatrice primaire. C'est le cas du côté du Tempo, il y a Marina Mabrey. Du côté du Fire, c'est pas tout à fait le cas. On a pléthore de role-players à optimiser, ça oui, et on va voir ce que le coach va nous proposer du point de vue de Portland. Est-ce qu'il va utiliser ses joueuses pour la bataille des possessions? Est-ce qu'au contraire, on va essayer de faire plutôt un gros volume à 3 points? Est-ce qu'on va faire un panachage des deux? On va voir. Et on a vu des choses en pré-saison qui sont à la fois intéressantes. J'aimerais bien voir Carla Leight, par exemple, bien positionnée sur la création offensive de son équipe. Mais on a vu aussi des choses qui témoignent d'un coaching staff qui a peut-être pas bien sondé ce dont certaines joueuses étaient capables. Et notamment, moi, voir des possessions où Hailey Jones est positionnée dans le corner alors que c'est une connectrice de très très haut niveau et qu'elle est capable plutôt de jouer en hub sur des dribble end-off, etc., moi, ça me fait mal au cœur. Donc, j'espère vraiment de tout cœur
pour Ellie Jones, qui est une de mes chouchous favorites dans cette ligue aujourd'hui, eh bien, j'espère pour Ellie Jones et pour les autres que le coach va trouver des idées pour optimiser ses joueuses et non pas forcément créer du jeu à partir de ses idées à lui et essayer de faire rentrer les joueuses à l'intérieur. Parce que c'est finalement le meilleur moyen pour lui de ne jamais arriver à créer ce qu'il a envie de créer et de le mettre en place et de le voir exécuter de main de maître par les joueuses qui sont sur le terrain. Et c'est aussi le pire moyen pour la franchise de mettre sur le marché des joueuses qui jouent dans un rôle qu'elles ne sont pas censées avoir ou dont elles n'ont pas les compétences et qui ont des compétences sur des rôles dans lesquels elles ne sont pas utilisées cette saison. Donc il y a vraiment beaucoup de questions pour l'instant du côté de Portland et je ne suis pas ultra rassuré. Je passe très vite sur cette équipe, évidemment. L'upside, il n'y en a pas parce que l'équipe n'était pas dans la WNBA la saison dernière. Et personnellement, je suis clairement pas convaincu du tout que je vais regarder des masses de matchs du Fire cette saison. Équipe suivante, on avance. On passe du côté de Phoenix, la franchise sœur de mes Suns préférés, le Mercury. Le Mercury qui reproduit son équipe sans spacing. Voilà, c'est le parti pris par Phoenix cette intersaison. On est sur une équipe qui a foiré son intersaison, clairement. On est sur une équipe qui n'a pas su se situer vis-à-vis de la free agency pour recruter autour d'Alyssa Thomas et qui se retrouve avec le départ de Satou Sabali sans véritable spacing et avec Kalea Cooper qui est la seule spaceuse de cette attaque. Moi, je suis pas certain que la matabilité de Phoenix, qui était très haute la saison dernière parce qu'on avait vraiment un jeu extrêmement intéressant avec Alyssa Thomas et les spacers autour, etc. On avait vraiment un jeu moderne et hyper intéressant, avec un socle défensif aussi qui fonctionnait bien. L'arrivée des Wana Bonner a un peu causé des déséquilibres qui, à mon avis, leur ont pas permis d'aller au bout de leurs ambitions cette saison-là. Mais néanmoins, on avait des super idées. Nate Tibbetts avait fait vraiment des miracles avec cette équipe. Là, je commence à douter de la possibilité pour Phoenix de réaliser la même saison et de reproduire la même saison avec les mêmes ambitions en 2026 par rapport à 2025. Donc, on a certes un des plus gros moteurs, si ce n'est le plus gros moteur de jeu de la ligue avec Alyssa Thomas, triple-double en machine. On a évidemment cette faculté de passe, de drive, de finition. On n'a pas de shoot, mais peu importe. Il y a les autres théoriquement autour. Mais on a quand même cruel manque de passing, donc je l'ai dit avec Cooper qui sera la seule spacer, et puis Dewana Bonner qui a un volume de shoot qui n'est pas égal à sa réussite. Clairement, on a une joueuse qui est un trou noir et ça commence à peser sur les équipes dans lesquelles elle se trouve. C'était le cas avec le Fever la saison dernière. Indiana l'a compris assez vite et l'a tradé pour l'envoyer du côté de Phoenix. Non, je crois même qu'il l'avait coupé et qu'elle a été claim par Phoenix. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu du point de vue de l'attaque. Du côté de la défense, la protection de cercle va être élite cette saison parce que Mac est présente au poste 5 et Alyssa Thomas est présent au poste 4 et que c'est sans doute une des plus belles doublettes défensives dans la raquette WNBA cette saison. Donc ça va être bien. La défense extérieure, elle va dépendre du retour pour moi de Monica Kouamakani, qui est une des meilleures à son poste de ce point de vue-là. Mais Monique, elle n'est pas là sur la première semaine de la saison et potentiellement sur la deuxième. Donc, à voir quoi. À voir comment cette équipe du Mercury va se situer de ce point de vue-là aussi. L'upside, ça va être très difficile pour moi de parler d'upside parce qu'à mon avis, là encore, on va être sur un downfall. Le départ de Satou Sabali est trop préjudiciable en l'absence de recrues compensatoires pour Phoenix. Et donc, j'ai très peur que cette équipe de Phoenix baisse un petit peu au classement et que finalement ne repose que sur Alyssa Thomas. Et que s'il y a une blessure d'Alyssa Thomas, on va même plus parler de Phoenix la saison prochaine, quoi. Donc, qui sont les chouchous? Monica Kouamakani, que je remercie encore d'être passée sur cette chaîne, qui est une joueuse que j'adore et qui fera donc sa deuxième saison en WNBA. J'ai hâte de regarder évidemment Monique, mais ça ne va pas suffire pour que je regarde en masse le Mercury. Et donc, je les ai tranquillement notés en pas emballés. Parce que franchement, il n'y a rien qui m'emballe dans le projet du Mercury, quoi, tout simplement. Voilà, c'est dit, c'est dit. On passe ensuite au Seattle Storm. Le Storm. Le Storm, c'était beau. C'était beau sur le premier tiers de la saison dernière. C'était même canon. J'étais in love de cette équipe de Seattle avec Gabby Williams, avec Nneka Ogwumike, avec voilà, toutes ces joueuses qui ont fait cet effectif. Ezi McBegor, bien sûr, au poste 5 en menace défensive élite. Et ça a sauté, quoi. Ça a sauté, cette équipe, elle a sauté.
Skylar Diggins est désormais au Sky, Nneka Ogwumike est aux Sparks, Gabby Williams est aux Valkyries. Donc les 3 joueuses principales de l'équipe ont sauté. Elles ont récupéré Flo J. Johnson depuis les Valkyries dans un échange le soir de la draft. Très bon coup parce que Flo J a vraiment un talent et notamment offensif qui va être précieux dans cette équipe. Et il y a toujours donc Dominique Malonga et Izzy McGregor qui vont se partager la raquette du côté de Seattle cette saison. Il y a une autre joueuse qui est importante pour moi du côté du Storm, c'est Jane Melbourne, qui est une de mes chouchous ultimes en WNBA. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé la saison précédente, notamment dans les tout premiers épisodes de la chaîne. Mais revenons à nos critères pour juger cette équipe du Storm sur notre échelle de matabilité. L'attaque d'abord. L'attaque, le Storm, il va y avoir de la finition. Izzy McGregor est capable de terminer, clairement, et notamment au cercle. Et puis surtout, on a Flo J et on a Dominique Malonga. Ce sont des finisseuses, mais ce ne sont pas des créatrices. Et clairement, le gros manque du Storm cette saison, c'est la création. C'est la création. Et je pense honnêtement que Jade Milburn a une carte à jouer de ce point de vue-là parce que c'est une joueuse qui est plutôt grande et c'est une joueuse qui a de la création. Alors on est loin d'une créatrice élite, mais il y a peut-être quelque chose à jouer et des minutes à aller chercher pour Jade. Je pense que dans la bataille des possessions, l'équipe va avoir du mal à se situer parce que, à moins que Dominique fasse vraiment un gros step-up sur les rebonds offensifs, eh bien, je pense que cette équipe n'a pas les armes pour lutter sur les rebonds offensifs et n'a pas les armes pour créer avec du playmaking défensif non plus. Du côté de la défense, on a toujours Izzy McGregor, candidat de Depoy, année après année, saison après saison, clairement. Donc, la protection de cercle est assurée. Mais avec le départ de Gabby Williams et de Skylar Diggins, qu'en est-il de l'extérieur, du périmètre? Et là, les questions se posent, quoi. Du coup, l'upside, encore une fois, comme le Mercury, on va être sur plutôt un downside. On va se retrouver plutôt à avoir une équipe qui, à mon avis, descend au classement. Et je ne suis pas certain que j'ai beaucoup de plaisir à les voir jouer. Je pense que si je les regarde, c'est principalement pour regarder Jade Milburn et éventuellement la progression de Dominique Malonga et surtout les exploits défensifs d'Izzy McGregor, qui est une joueuse que j'adore. En chouchou, Izzy et Jade, clairement. Gros potentiel chouchou avec Flo J. Johnson également. Malheureusement, il n'y a rien qui me permet aujourd'hui de dire que le Storm peut aller plus haut que dans le tiers. Pas convaincu du tout. Parce que, honnêtement, il y a trop peu de choses en fait. Il y a trop peu de choses. Sur Dominique, je sais qu'il y a beaucoup de comptes francophones qui sont à fond derrière Dominique. Moi, je pense vraiment que c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt et j'attends pas de Dominique qu'elle fasse les exploits que Victor Wembanyama fait en NBA aujourd'hui parce qu'on n'est pas du tout sur le même délire en termes de talent. Et si Dominique a clairement du talent, eh bien, elle doit quand même prouver et surtout progresser, quoi. Progresser. Et il faut lui laisser du temps. Donc moi, je lui laisse du temps à notre petite dame nationale pour qu'elle puisse progresser lentement mais sûrement. On va passer désormais aux 2 dernières équipes et on va commencer par Toronto, le tempo de Toronto, dont j'adore la direction artistique et les designs et les couleurs. N'en déplaise aux haters. Moi, j'adore. Et on va passer donc au tempo. Et le tempo, sur l'attaque, il y a donc Marina Mabrey. C'est au moins la 4e fois que je prononce ce nom dans ce podcast. C'est une créatrice primaire plutôt bonne, voire excellente dans la ligue en WNBA. Notamment, elle était venue au Sun pour essayer de faire quelque chose. Elle y était restée la saison dernière. C'est une joueuse qui est capable de scorer, qui est capable de créer pour elle-même et avec parcimonie pour les autres. Donc, c'est la créatrice primaire de cette équipe. Problème, si c'est elle qui a la balle dans les mains, qu'est-ce qu'on fait de Britney Sykes, qui elle aussi a besoin d'avoir la balle dans les mains? Donc il y a la question du partage du ballon, qui est pour moi jamais une question à se poser dans la théorie, offensive d'une équipe, parce que c'est une question qui montre qu'on va avoir un problème de création de jeu, un problème de balance de jeu, et qui comporte aussi le risque d'avoir une alternance. Je te passe la balle, tu drives, tu kicks, ça redrive, ça rekick, ça redrive, ça rekick. Et en fait, on n'a jamais de la création de décalage. C'est trop facile à voir venir puisqu'on a 2 joueuses qui reproduisent tout le temps le même schéma. Et ça peut même partir en hero ball dans des moments très obscurs de la saison, genre à la fin de saison, quoi. En revanche, on a de très bons relais en role player. Et là-dessus, vraiment, le tempo a fait un gros coup. Moi, j'aime beaucoup le recrutement de Lexi Held et de Julie Allemand, qui sont 2 joueuses que j'ai adorées la saison
dernière et qui sont 2 super connectrices d'abord et ensuite qui ont des capacités de finir. D'abord de finir à 3 points, les 2 et Lexiel a même un petit peu de drive. Donc c'est hyper intéressant du point de vue de l'attaque, pour le tempo d'avoir ces joueuses autour de Marina Mabrey et de Brittney Sykes. Ça peut amener un peu de sagesse et un peu de finition en dehors des mains de ces 2 créatrices primaires. Sur la défense, le matos défensif à l'intérieur, il est assez inconnu pour moi. Et il faut savoir rester modeste et je suis la WNBA que depuis très peu de temps. Il y a beaucoup de joueuses du secteur intérieur du tempo que je ne connais pas et du coup, difficile pour moi de les juger. Mais si je les connais pas, c'est aussi que je les ai pas beaucoup vus responsabilisés sur la défense de cercle la saison dernière. Donc, je reste modeste et je vous dis, je les connais pas suffisamment, mais je pense aussi que je devrais davantage les connaître si ça devait me rassurer, quoi. Donc, voilà. Sur l'upside, on est sur une équipe qui vient d'arriver en WNBA, c'est leur première saison. Et ben donc forcément, peut-être qu'on n'aura pas un upside phénoménal sur une première saison, parce que ça ne peut pas exister tout simplement. Chouchou, Julie Allemand et Lexi Held, je l'ai déjà dit, cette capacité de connecter, d'accélérer le décalage, de profiter du chaos, de sanctionner quand il le faut, avec la maturité et le basket qu'il faut. Pour moi, c'est bien. Pas certain que ça reste au tempo si le tempo vrille un peu et qu'il y a un plan tanking qui se met en place. On va voir si les grosses écuries se disposent à pouvoir mettre des assets sur la table pour récupérer soit l'une, soit l'autre des joueuses. Mais voilà, le tempo, du coup, je les ai en pourquoi pas, parce que Marina Mabrey, les role players, et je peux aussi regarder ce que le coach va produire. Mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Par rapport au Fire, c'est juste la présence de créatrices primaires et de role players un tout petit peu plus confirmées. Et puis, dernière équipe, donc les Mystics de Washington. On en place une pour Mystics BE, Flo. J'espère que tu regardes ce pod. Clairement, je pense à toi sur cette équipe des Mystics parce que à l'intersaison, on était d'accord dans la conversation, il y avait quand même beaucoup d'interrogations sur pourquoi le front office des Mystics fonçait autant sur le secteur intérieur. Il y a eu beaucoup de recrues sur le secteur intérieur. Il y a eu donc Lauren Betts et puis il y en a eu d'autres. On a eu Kiki Riafen qui est arrivé sur la draft précédente. Et honnêtement, moi, cette raquette Kiki Riafen, Lauren Betts, je stream. Je stream très fort. J'aime beaucoup les 2 profils. J'avais beaucoup aimé la saison rookie de Kiki Riafen et j'ai vraiment très hâte de voir ce que va donner Lauren Betts en WNBA. Je pense honnêtement que sur ce que j'ai vu sur cette pré-saison, pardon, Lauren Betts est aujourd'hui la rookie qui m'intéresse le plus à suivre dans la WNBA. En attaque, grande question, qui va créer du jeu? Ça, c'est vraiment la grande question. Ensuite, Sona Citron va être responsabilisée au shoot, évidemment, mais qui va lui fournir les ballons et est-ce qu'elle, elle va être capable de créer pour elle-même et pour les autres? Dans quel spacing Washington va évoluer? Et est-ce que cette équipe va, avec ses armes, Lauren Betts et Kiki Riafen, être capable d'être une équipe de rebond offensif? Et je pense qu'elles ont une carte à jouer là-dessus dans la bataille des possessions, parce qu'à mon avis, elles manquent un petit peu de playmaking défensif sur les lignes extérieures, mais par contre, à l'intérieur, il y a peut-être un coup à jouer au rebond. Lauren Betts est vraiment très très forte au rebond et Kiki Riafen est capable, donc je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Les chouchous, Kiki Riafen et Lauren Betts, vous l'aurez compris. Lauren Betts, c'est plus un potentiel chouchou et Kiki Riafen, depuis la saison dernière, déjà, c'est le cas. Et quel upside? C'est très bizarre, mais Washington, par rapport à la saison dernière, elles doivent moins bien faire. Leur upside, pour moi, ce serait d'être plus bas dans le classement. C'est fou à dire, mais c'est pas une équipe à qui je souhaite de réussir. C'est une équipe à qui je souhaite que le développement des jeunes se passe très bien, mais qu'il y ait un maximum de défaites pour que les chances de loterie augmentent. Parce que Washington, à l'instant T, en l'état, pardon, quand bien même vous ayez Lauren Betts, Sonia Citron et Kiki Riafen, vous n'avez toujours pas votre option numéro 1 d'attaque, votre créatrice primaire et votre go-to girl, quoi. Vous ne l'avez toujours pas. Donc c'est très dommage. Je suis pas ultra emballé par cette équipe des Mystics. Donc malheureusement, c'est là que je vais les mettre. Je vais les mettre dans pas emballé à côté du Mercury. Mais pour Lauren Betts et Kiki Riafen, on va quand même streamer quelques matchs. Donc voilà, vous avez ce classement. Donc je récapitule. Pas convaincu du tout les Sky, Lynx, Fire et Storm. Du côté des équipes qui ne m'emballent pas pour la saison prochaine en termes de matabilité, le Mercury et les Mystics. Pourquoi pas, on va streamer le Sun, les Valkyries, les Aces et le Tempo. Encore une fois, on n'est pas sur un classement de qualité de jeu
ou d'ambition et de résultats à la fin. Je ne vous dis pas que c'est le classement du ranking du nombre de victoires, c'est un classement de matabilité, de la capacité des équipes à m'envoyer des théories qui me séduisent ou ne me séduisent pas et qui vont me faire dire « Ok, j'ai envie de les voir jouer ». On va suivre de près le Dream, le Fever et le Liberty et on va absolument tout regarder de Dallas chez les Wings et de Los Angeles avec les Sparks. Vous avez mon ranking matabilité de la saison 2026. Le tip-off, c'est dans la nuit de ce soir, vendredi à samedi. J'ai très très hâte de débriefer avec vous les premiers matchs de la saison. On va prendre le temps. Il est tout à fait possible que sur le premier ou le deuxième épisode, tant qu'on n'a pas un échantillon suffisant pour pouvoir faire un petit peu plus d'analyse, on fasse soit des palettes graphiques, soit des épisodes avec un petit peu plus de recul. Mais voilà, vous avez cet épisode 26 entre les mains. J'espère que c'est un concept qui vous a plu. C'est une vidéo qui est particulièrement longue. J'espère que vous êtes arrivé jusqu'ici et bravo à vous si vous avez si vous avez regardé ou écouté cette émission jusqu'au bout. Encore merci de suivre cette chaîne. Abonnez-vous fort. On se retrouve sur Twitter ou en commentaire pour discuter des équipes que vous allez regarder. À très vite. Ciao.